Bienvenue sur la chaîne. Ici on parle de politique et toutes les nouvelles informations dans E-Monde. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines nouvelles. 1 milliard de dollars pour un siège à la table des puissants. Une île entière sous menace d'annexion. Et une taxe de 200% sur le champagne français. Bienvenue en 2026, l'année où Donald Trump a décidé de remplacer l'ONU par son propre club privé. 20 janvier 2026. Cela fait exactement un an que Donald Trump a retrouvé les clés du bureau ovale. En 12 mois, l'impression qui domine sur la scène internationale est celle d'une véritable tornade. Le président américain ne se contente plus de bousculer les usages, il fracasse l'ordre international élaboré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'année 2026 est ouverte avec fracas. Entre l'exfiltration spectaculaire de Nicolás Maduro au Venezuela par les forces américaines, la répression en Iran et la guerre en Ukraine, le monde semble basculer vers un affaiblissement du droit international au profit du pur rapport de force, mais l'offensive la plus radicale se joue ailleurs, dans la création d'une structure concurrente aux Nations Unies et dans une volonté d'expansion territoriale inédite au Groenland. Pour certains observateurs, nous assistons au renouveau d'une présidence impériale. Trump ne voit plus les relations internationales comme un réseau d'alliés, mais comme un système de vassaux et de rivaux. À Davos, lors du Forum économique mondial, le président américain s'apprête à porter un coup peut-être fatal aux institutions multilatérales. Le décor est planté. C'est désormais derrière lui ou contre lui. L'initiative la plus audacieuse de ce second mandat est sans nul doute la création du Conseil de la paix. Présenté officiellement comme une alternative aux Nations Unies, ce projet marque une rupture historique avec le multilatéralisme traditionnel. L'ONU est désormais ouvertement dans le collimateur de la Maison-Blanche. À l'origine, ce conseil était une structure prévue dans le cadre du plan de paix américain pour la reconstruction de la bande de Gaza. Cependant, la charte de 8 pages consultée par la presse internationale révèle une ambition bien plus vaste. Le document ne mentionne plus explicitement le territoire palestinien, mais assigne au Conseil un objectif mondial: promouvoir la stabilité et garantir une paix durable dans les régions touchées par des conflits. Contrairement à l'ONU, ce Conseil n'est pas une démocratie de nation souveraine, c'est une assemblée totalement sous l'emprise du président américain. Donald Trump en est le président de droit, il est le seul habilité à désigner son successeur. Il dispose d'un contrôle total sur l'agenda et chaque décision prise par l'instance doit être soumise à son approbation personnelle. En somme, Trump s'est octroyé un droit de veto permanent et universel. L'aspect le plus disruptif de ce club est son mode de financement et d'adhésion. Pour rejoindre ce club exclusif, il faut d'abord être invité. L'adhésion standard est valable pour 3 ans, renouvelable au bon vouloir du président, mais Trump, fidèle à son passé de promoteur immobilier, a prévu une formule VIP, un siège permanent. Le ticket d'entrée est fixé à 1 milliard de dollars au comptant, à verser dès la première année suivant l'entrée en vigueur de la charte. Cette approche transforme la diplomatie mondiale en une transaction commerciale. Selon certaines sources, le roi du Maroc aurait déjà accepté cette offre pour garantir la présence de son pays de manière permanente dans ce nouveau cercle de pouvoir. Au total, au moins 60 chefs d'État auraient reçu un carton d'invitation. La charte du Conseil appelle explicitement les nations à avoir le courage de s'écarter des institutions existantes qualifiées d'organisations ayant trop souvent échoué. Depuis son retour au pouvoir début 2025, Trump a d'ailleurs multiplié les retraits d'organisations internationales liées à l'ONU comme l'UNESCO ou l'Organisation mondiale de la santé. Pour les experts, ce conseil est une version payante de l'ONU conçue pour enterrer définitivement l'institution de Manhattan. La signature officielle de la charte est prévue à Davos, marquant symboliquement la fin d'une époque. Donald Trump n'en démord pas, il a besoin du Groenland. Ce qui était perçu comme une excentricité lors de son premier mandat est devenu une priorité de sécurité nationale absolue en 2026. Pour Washington, le Groenland n'est pas qu'un territoire autonome danois de 58 000 habitants. C'est un actif stratégique. L'île occupe une position cruciale dans l'Arctique, une région qui se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du globe. Ce changement climatique ouvre de nouvelles routes maritimes et révèle des ressources minières immenses, notamment des terres rares, essentielles à la technologie moderne.
Trump affirme que seuls les États-Unis peuvent assurer la sécurité de cet hémisphère face aux avancées de la Russie et de la Chine. Pour forcer la main du Danemark et de ses alliés européens, la Maison-Blanche utilise l'arme commerciale. Le 1er février 2026, une surtaxe douanière de 10% sera imposée à 8 pays européens s'opposant à la vente, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Si aucun accord n'est conclu pour la vente complète et intégrale de l'île, ces taxes grimperont à 25% dès le 1er juin. Trump est direct, il imposera ces tarifs jusqu'à la vente totale du Groenland. Il estime d'ailleurs que les dirigeants européens ne vont pas résister beaucoup face à cette pression financière. Une source surprenante alimente la colère présidentielle, le prix Nobel de la paix. Dans un message adressé au Premier ministre norvégien, Trump lie explicitement son agressivité diplomatique au fait qu'on ne lui a pas attribué cette distinction. Étant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à 8 guerres, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix, écrit-il. Pour lui, l'absence de reconnaissance internationale le libère de toute contrainte diplomatique classique. La situation sur le terrain est électrique. Des avions militaires américains et canadiens du NORAD font route vers la base de Pituffik pour des activités prévues de longue date. Parallèlement, le Danemark a renforcé sa présence militaire à Nuuk et Kangerlussuaq, avançant ses exercices Arctic Endurance. Pour la première fois dans l'histoire de l'OTAN, un pays membre cherche à annexer le territoire d'un allié, parfois en n'excluant pas le recours à la force. Entre Emmanuel Macron et Donald Trump, la rupture semble totale. Le président français est devenu le fer de lance de la résistance européenne, ce qui lui vaut les foudres directes de la Maison-Blanche. En réponse au refus catégorique de la France de rejoindre le Conseil de la paix, Trump a dégainé une menace spécifique, une taxe de 200% sur les vins et champagnes français. S'ils veulent se la jouer hostile, je leur imposerai une taxe de 200% et il y adhérera, a-t-il lancé avec ironie depuis la Floride. Le président américain moque ouvertement son homologue français, affirmant que personne ne veut de lui car il sera bientôt en fin de mandat et quittera le pouvoir. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a dit qu'il ne veut pas rejoindre votre Conseil de la paix ? Il a dit ça ? Eh bien, personne ne veut de lui, parce qu'il va bientôt quitter ses fonctions. Je veux mettre 200% de droits de douane sur ses vins et champagnes, et il va y adhérer. Le conflit a pris une tournure très personnelle lorsque Donald Trump a publié sur son réseau Truth Social une capture d'écran d'un message privé envoyé par Emmanuel Macron. Dans ce message commençant par « Mon ami », le président français tentait une manœuvre diplomatique audacieuse. Macron y proposait d'organiser un sommet du G7 en marge duquel il inviterait les Russes, les Ukrainiens, les Syriens et les Danois pour discuter du Groenland et de la Syrie. Macron y confessait son incompréhension « Je ne comprends pas ce que tu fais au Groenland ». La publication de ce message privé visait à humilier la diplomatie française et à montrer que Macron tente, malgré les insultes, de maintenir un fil de discussion. Au sein de la classe politique française, l'inquiétude est vive. Au Sénat, certains parlementaires comparent la situation du Groenland aux accords de Munich de 1938. Laisser faire Trump aujourd'hui reviendrait, selon eux, à accepter une forme de vassalisation définitive de l'Europe. La France est accusée par certains, comme l'ancien président François Hollande, de vouloir trop ménager Trump pour essayer de l'influencer. Une stratégie jugée risquée face à un président qui ne respecte que le rapport de force. Face à ce qu'ils appellent la brutalisation du monde, les Européens tentent de s'organiser, mais les fissures apparaissent au sein de l'Union. Pour répondre aux menaces de taxes, Emmanuel Macron et d'autres dirigeants demandent l'activation de l'ACI, anti-coercition instrument. Cet outil, jamais utilisé auparavant, permettrait à l'Europe de geler l'accès au marché public, de bloquer les investissements américains ou de restreindre les services numériques. Le Portugal et l'Allemagne soutiennent une réponse unie et très forte, rappelant que la souveraineté des États est une ligne rouge. Une liste de contre-mesures s'élevant à 93 milliards d'euros de marchandises américaines est prête à être dégelée. Cependant, l'unité européenne est mise à rude épreuve. Alors que 8 pays, dont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, font front commun, d'autres jouent une carte différente. L'Italie de Giorgia Meloni tente de se positionner comme un pont
entre Washington et Bruxelles. Plus inquiétant encore, la Hongrie de Viktor Orban, la Slovaquie et la République tchèque sont dirigées par des gouvernements jugés pro-Trump, menaçant la cohérence de la réponse européenne. L'OTAN se trouve dans une position schizophrène. Son secrétaire général, Mark Rutte, a dû s'entretenir avec Trump pour discuter de la sécurité en Arctique, tout en voyant le leader de l'Alliance menacer l'intégrité d'un de ses membres. Le Canada, de son côté, envisage d'envoyer des troupes au Groenland pour protéger l'île, rappelant qu'elle est couverte par le traité de l'OTAN. Mark Carney, le Premier ministre canadien, a exprimé son inquiétude face à une volonté d'acquisition par la contrainte ou la force. Je veux être franc, nous sommes en pleine rupture, pas en pleine transition. Au cours des 2 dernières décennies, une série de crises financières, sanitaires, énergétiques et géopolitiques ont mis à nu les risques d'une mondialisation extrême. Mais plus récemment, les grandes puissances ont commencé à utiliser la mondialisation comme une arme, les droits de douane comme moyen de pression, les infrastructures financières comme moyen de coercition. Les puissances moyennes doivent agir ensemble. Si nous ne sommes pas à la table des discussions, nous sommes au menu. Le Conseil de la paix de Donald Trump dessine les contours d'un nouvel ordre mondial où les alliances ne sont plus idéologiques mais transactionnelles. Le fait le plus marquant est l'invitation officielle lancée à Vladimir Poutine pour rejoindre ce nouveau Conseil. Trump a confirmé l'invitation, créant une onde de choc en Europe alors que la guerre en Ukraine se poursuit. Une présence officielle russe à une table de discussion internationale serait une première en près de 4 ans. Cette manœuvre suggère la volonté de Trump de créer un axe Washington-Moscou capable de contourner les structures européennes et onusiennes. Outre le Maroc, d'autres pays semblent prêts à rejoindre l'orbite trumpiste. L'Argentine de Javier Milei a reçu son carton d'invitation, tout comme l'Inde et des pays arabes comme l'Égypte et la Jordanie. Ces pays voient dans ce conseil une structure plus agile et efficace que l'ONU, mais surtout un moyen de s'assurer les faveurs de la première puissance économique mondiale. L'exfiltration de Nicolás Maduro par les forces américaines le 3 janvier 2026 a servi de démonstration de force. Si aucun démocrate ne regrette le départ du dictateur, la forme de l'opération, une intervention unilatérale au mépris du droit international, a terrorisé de nombreuses capitales. C'est le signal que sous Trump 2.0, la souveraineté nationale ne pèse rien face aux intérêts américains. Nous voici à la croisée des chemins. En une seule année, Donald Trump a transformé la diplomatie mondiale en un vaste marché où tout semble à vendre. Des sièges permanents au pouvoir, des alliances militaires et même des territoires entiers comme le Groenland. L'ONU est-elle réellement mourante? L'institution internationale semble incapable de contrer la montée en puissance de ce Conseil de la paix centralisé et payant. Pour l'Afrique et les puissances moyennes, le défi est immense. Faut-il payer le milliard de dollars pour exister dans ce nouvel ordre ou risquer l'isolement et les foudres douanières de Washington? Comme l'a résumé un ministre français, nous refusons la vassalisation, mais le réarmement de la diplomatie européenne est désormais une question de survie. Le monde de 2026 n'est plus celui du droit. Et vous, que pensez-vous de ce siège à 1 milliard de dollars? L'Europe doit-elle céder sur le Groenland pour éviter une guerre commerciale dévastatrice? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à Freemotive, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. À très vite pour une nouvelle investigation.